Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va découvrir comment créer de la valeur à partir d'une matière première merdique, au sens propre. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Nénuphar. Alors on va peut-être d'un mot dévoiler ce que vous faites, Nénuphar. Je vous laisse le présenter. Ce sont des bâches sur des fosses à lisier. C'est pour ça que je parlais de façon un peu triviale de matière première merdique. Non, mais il faut utiliser les termes. La société Nénuphar, on est une start-up dans le domaine des énergies renouvelables à la ferme. Ce qu'on a développé, c'est un système innovant de couverture flottante de fosses à lisier. Les fosses à lisier, c'est des fosses qui stockent la merde dans les élevages. En fait, quand on stocke ces effluents d'élevage, ces lisiers, il y a du biogaz qui est produit et qui part dans l'atmosphère. Ce biogaz, c'est principalement du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Et nous, on a décidé de couvrir les fosses, de récupérer ce méthane pour pas qu'il parte dans l'atmosphère et l'utiliser, parce que le méthane a un potentiel énergétique, sur des chaudières pour rendre les exploitations d'élevage autonomes en énergie. Au lieu de consommer du fioul, elles produisent et elles valorisent leur propre biogaz. Bon, voilà pour le pitch. C'est très intéressant. On va revenir dans le détail sur cette proposition de valeur et comment est-ce que vous développez cette entreprise qui coche beaucoup de cases environnementales. Mais on commence toujours cette émission par un petit regard sur l'actualité. Alors, normalement, on devrait être au Salon de l'Agriculture en ce moment, un salon qui a été annulé. J'imagine que vous qui êtes au contact du monde agricole, c'est quelque chose de douloureux. Oui, le salon est annulé, c'est douloureux. Déjà, le salon de l'agriculture, c'était une grande fête et je pense qu'en ce moment, on a tous un peu besoin de sortes de grandes réunions comme ça, de filières un peu festifs. Et puis, c'est aussi le salon de l'agriculture, un moment pour prendre du recul sur cette filière agricole et sur toutes les mutations qui sont à l'œuvre en ce moment dans cette filière. Avec un renouvellement des générations qui est en train de se mettre en place, comme dans beaucoup d'industries, mais y compris l'agriculture. Oui, voilà, il y a un grand nombre d'exploitations agricoles dont les dirigeants sont proches de la retraite et un vrai enjeu sur le renouvellement de ces générations. Ça attire encore le métier d'agriculteur ? Bien sûr, ça attire encore, mais pas assez. Clairement, il y a un véritable enjeu de ce côté-là, de réussir à générer des vocations et c'est aussi notre rôle de montrer qu'il se fait des choses bien en agriculture. Il n'y a pas que l'agribashing qu'on entend souvent à la télé, mais il y a aussi des choses bien, des porteurs de projets agricoles qui ont envie de travailler de manière moderne et en faisant les choses bien. Voilà. C'est une chose à laquelle vous contribuez en effet. Votre regard sur l'actualité, est-ce qu'il y a des choses dans votre secteur ou au-delà qui ont retenu votre attention, sinon, à part le salon de l'agriculture ? Donc en tout cas dans notre secteur, donc des énergies renouvelables à la ferme à partir du biogaz, qui est une filière qui est en grande explosion en France. Il y a 8000 personnes qui travaillent dans cette filière. Donc il n'y a pas que la société Nénuphar, il y a toute une filière. Clairement, c'est aussi une filière qui est en pleine explosion, avec un contexte réglementaire qui évolue. En tout cas pour nous, côté Nénuphar, l'obligation de couverture des fosses pour des raisons environnementales, c'est quelque chose qui arrive dans les exploitations d'élevage et qui est un contexte réglementaire qui devrait faire qu'on va se développer pour les prochaines années. Bon, on va s'intéresser à ce marché du biogaz. On va voir en quoi c'est un marché qui attire de plus en plus d'entrepreneurs. Est-ce qu'on catégorise le biogaz dans les énergies renouvelables ? Oui, c'est une énergie renouvelable. Pourquoi ? Donc c'est une molécule de méthane, c'est la même molécule que la molécule que vous avez dans un champ de gaz naturel. La seule différence, c'est qu'elle a un cycle de production qui est très court et qui est issu de la photosynthèse. En gros, la molécule de méthane qu'on produit, c'est d'abord de la photosynthèse dans les champs qui va capter le carbone, qui va faire de l'aliment. Cet aliment, elle va être donné au bétail. Et ce bétail, il va le digérer et ensuite donc dans les effluents d'élevage. Les molécules finalement. Exactement. Dans les effluents d'élevage, il y a encore du carbone qui va partir sous forme de biogaz. Le méthane va être brûlé, il va générer son énergie. Quand on brûle une molécule de méthane, ça devient du CO2 et il va repartir dans l'atmosphère. Une molécule de méthane, combien de molécules de CO2 ? Alors, quand on brûle une molécule de méthane, ça devient une molécule de CO2. Mais comme la molécule de méthane est 25 fois plus réchauffante que le CO2, quand on la brûle, on divise par 25 son pouvoir réchauffant. Et comme le pas de temps
entre la photosynthèse dans le champ et l'émission de la molécule de CO2 est de l'ordre de 1 an, 2 ans, 3 si jamais les aliments étaient un peu stockés. Ça reste très court à l'échelle de temps du climat et on estime que c'est de l'énergie renouvelable. C'est en effet un des enjeux. Il y a un gros marché, 70 000 fosses à Purin, non à Liziers. À Liziers, oui. Ah oui, alors attention, il faut faire un petit cours déjà. Fumier, Liziers, Purin, très rapidement. Un petit point sémantique, merci. On est dans la technique, hein, mais bon, c'est important. Voilà, le fumier c'est un mélange bouse, pisse, paille. En gros, des élevages qui sont conduits sur litière. C'est quelque chose qui est pelletable, stocké en tas dans des fumières. On voit ça parfois quand on se promène, en Exactement. effet, à la campagne. Le lisier, c'est des élevages qui sont sans litière, souvent sur des tapis et des caillebotis. Et c'est un mélange bouse-pisse sans litière qui est raclé vers des fosses. Et c'est quelque chose qui est liquide et qui est pompable. Voilà, et c'est ça les fameuses piscines que vous venez couvrir. Voilà, ces lisiers, ils sont stockés dans des fosses étanches pour que surtout les éléments fertilisants ne partent pas dans les rivières, ne partent pas dans les nappes phréatiques. Les nitrates, les fameux nitrates. Exactement. Les bonnes pratiques agricoles, c'est de stocker dans des fosses étanches et de les épandre dans les champs, parce qu'en fait, c'est une vraie valeur, ces lisiers, c'est une vraie valeur fertilisante. Mais par contre, c'est techniquement, il faut bien les piloter et il faut amener ces lisiers à la plante quand elle est en croissance. Si on le fait quand elle est en croissance, l'azote repart dans le cycle productif végétatif et ne part pas dans les rivières, et ça permet de faire des économies d'engrais fossiles. Et on finit par le purin. Ah pardon. Ouais, et du coup, quand on le stocke, il faut que ce soit bien stocké dans les fosses. Et voilà, et pour le point sémantique, il ne faut pas confondre non plus avec le purin. C'est là où on va rentrer dans le détail. Le purin, c'est le jus d'écoulement des fumières. En gros, vous avez un tas de fumier sur lequel il va pleuvoir, et il y a des jus. Et il peut y avoir aussi de l'azote dans ces jus, et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Il faut aussi le stocker dans des fosses étanches pour l'amener dans les champs au bon moment. Et voilà. Bon, merci pour cette petite leçon sémantique. Alors, on revient à ce marché, en fait, qui attire des entrepreneurs. Alors, les énergies renouvelables au sens large, mais les biogaz, en effet, ça, vous le constatez, j'imagine que vous échangez avec des pairs. Voilà, il y a une foison d'entreprises qui se crée. Je pense que la filière, il y a 10-15 ans, il y avait quelques foufous qui montaient des boîtes dans une filière pas du tout structurée. Et autour de cette technologie, qui est en tout cas de ce process biologique, en gros des bactéries qui dégradent de la matière organique pour produire du méthane, il y a un ensemble de modèles différents, avec plein de modèles différents. On s'est beaucoup en France inspiré du modèle allemand, où ils construisaient des méthaniseurs pour digérer à la fois des effluents d'élevage, mais aussi pas mal de maïs pour produire de l'électricité, dans un contexte où l'Allemagne s'est retirée du nucléaire. Il fallait bien produire l'électricité d'une autre manière. Mais en fait, derrière la méthanisation, il y a plein de choses. On méthanise dans les usines, du lactosérum, dans des laiteries, par exemple, industrielles. On méthanise dans des stations d'épuration. On peut faire du biogaz avec des bouts de stations d'épuration. On méthanise dans les centres d'enfouissement de déchets, récupérer le gaz qui se produit naturellement avec la fraction fermentescible des ordures ménagères. Et c'est très rentable, en fait, cette méthanisation. Est-ce qu'elle produit une énergie, finalement, qui justifie les investissements? Disons que c'est variable, c'est très variable. Disons que la filière de la méthanisation, elle est un peu plus récente que par exemple les panneaux solaires. Là où en solaire, on arrive maintenant à produire une énergie avec un kilowattheure qui est directement compétitif avec le prix de marché de l'électricité. Aujourd'hui, la filière méthanisation a un soutien comme avait eu dans le temps les soutiens de le solaire et l'éolien avec des tarifs d'achat. Exactement. Et ce qu'on attend, c'est que les courbes se croisent, comme elles peuvent par exemple se croiser en autoconsommation solaire, pour que la filière tienne toute seule. Et juste pour terminer, il y a quelques modèles qui trouvent une rentabilité avec du biogaz au prix de l'énergie fossile. Et nous, par exemple, notre première unité qu'on a mis en 2014 à la ferme de Grignon sur un élevage laitier, on a fait un projet qui a été rentable en substitution directe de fuel sans subvention, et c'est vrai que ça a été une fierté, donc c'est possible. Et actuellement, pour vous, dans votre business, c'est le cas? C'est variable. C'est variable. Ouais, désolé, l'agriculture, voilà, il y a différents modèles, et en fait, on fait une étude d'ingénierie préalable à chaque projet. On a des projets qui, sans subvention, se payent en 4 ans, ouais. Et on en a d'autres qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce
soit via un tarif d'achat, soit via une subvention à l'investissement. Sinon, le projet ne sortirait pas sur des plans strictement économiques. Subvention, parce que ça a un autre intérêt que l'énergie renouvelable, ça limite les gaz à effet de serre Voilà, qu'on a évoqués. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se justifie, ces subventions. Bien sûr, en tout cas, une unité moyenne, quand Nénuphar, on arrive sur une ferme et qu'on couvre la fosse, en moyenne, on fait 300 tonnes équivalent CO2 non émises. 300 tonnes en gros, c'est à peu près 11 tonnes par an et par Français. Voilà, donc 300 donc tonnes. À chaque Français. unité, on efface les émissions de gaz à effet de serre d'une trentaine de Français. Donc bien sûr que ça a un intérêt sociétal d'installer ces choses-là, et il est normal, en tout cas, voilà, que la société essaye de pousser un peu nos éleveurs à franchir le pas, quoi. On va s'intéresser justement à la société Nénuphar. Alors déjà, le nom Nénuphar, il vient de cette grosse bâche qui ressemble à un nénuphar? Exactement. Quand on a développé et construit les premiers prototypes, on appelait ça en langage interne le nénuphar, le nénuphar. Et puis au bout d'un moment, on a cherché un nom et on s'est dit, bah voilà, notre produit. Voilà à quoi ressemblent ces bâches. Alors, vous Voilà. nous expliquez un peu, vous nous la commentez? Oui, voilà un nénuphar. Donc c'est un système flottant. On a breveté ce système. Il y a 2 brevets là sur Ça cette flotte couverture. parce que ça peut monter, descendre. En fait, c'est comme Exactement. une piscine, ça suit le niveau. C'est une couverture flottante parce qu'il y a des contraintes techniques de corrosion du biogaz avec les bétons. Donc il fallait surtout pas que le biogaz touche le béton pour la durabilité de la fosse. C'est un système flottant, pneumatique. Donc il faut imaginer une sorte d'énorme bateau de Zodiac, quoi, qu'on conçoit en atelier et qu'on grute en une demi-journée sur la fosse. Une fois qu'on a installé la couverture nénuphar, ça permet de récupérer l'eau de pluie. Il y a une pompe qui évacue l'eau de pluie. Ça permet de limiter les odeurs, ce qui peut permettre à l'éleveur d'adoucir les relations avec certains voisins qui pourraient être un peu plus véhéments que d'autres. Ça permet de réduire les émissions d'ammoniac. On n'a pas parlé d'ammoniac, mais c'est aussi un gaz qu'il faut empêcher d'émettre. Et ça permet de stocker. Voilà, la bulle que vous voyez, c'est un stock de méthane. Et qui récupérait ce méthane après. Alors qu'est-ce que vous faites de ce méthane quand il sort par... Il y a une espèce de cheminée qui lui permet de s'échapper. Il y a une potence là qu'on peut voir sur la photo avec un tuyau qui permet d'exporter le biogaz. Et en fait, c'est là où on va s'adapter à la ferme. Si on parle par exemple d'un élevage porcin, on va pouvoir substituer le fioul qui sert à chauffer de l'eau pour les bâtiments, quoi. Et on va chauffer les bâtiments d'élevage parce que les porcelets ont besoin d'être chauffés à 37 degrés à peu près. Et ça veut dire qu'il faut investir finalement dans ces bâches et dans ces nouvelles chaudières? Exactement, il y a un investissement qui aussi est variable en fonction des unités, mais qui est de l'ordre de 100 000 euros. Et du coup, ce qu'il faut, c'est rentabiliser cet investissement par des réductions de factures de fioul ou de propane. Et en général, on le rentabilise au bout de combien de temps? C'est très variable. Là aussi, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais... Mais ce n'est pas un investissement à fond perdu. Au final, c'est plus rentable. En fait, on fait une étude d'ingénierie, on estime cette rentabilité, et après, c'est l'éleveur qui fait un choix. Si c'est à fond perdu, souvent, l'éleveur, il ne signe pas le bon de commande. Et s'il voit que c'est bien rentable, il y va. Dans le meilleur des cas, il les rentabilise en combien de temps? Les meilleurs des cas, les projets les plus rentables, c'est payé en 3-4 ans sans subvention. Voilà. C'est quelqu'un qui achète un truc à 100 000 euros et qui fait 35 000 euros de réduction de facture de fioul par an. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il en existe des projets comme ça. Et ça a une durée de vie longue ou pas? Parce que j'imagine, comme un matériau, peut-être il y a une corrosion ou... Ça dépend des équipements. En tout cas, toute la partie valorisation du gaz, c'est des très longues durées de vie, de l'ordre d'une 40aine d'années. Notre chaudière, elle est toute inox. Voilà. La partie couverture, qui est vraiment dans un environnement corrosif, parce que le biogaz, c'est assez corrosif. On estime sa durée de vie à une 20aine d'années. Voilà. C'est une société qui se développe bien? C'est une société qui se développe bien. Ouais, vous avez embauché combien de personnes? On est une quinzaine de personnes, une dizaine en région parisienne, et on a monté en 2019 une antenne près de Lamballe, dans une région... La Bretagne qui produit beaucoup en effet de lisiers avec les élevages de porcs intensifs. Exactement, dans une région où il y a pas mal de fossés lisiers. On se rend compte quand on traverse la région. Exactement. Comment est-ce que vous voyez la suite et comment est-ce que
Voilà, parce que vous avez combien de nénuphars installés actuellement? On a une cinquantaine de références en ce moment, et en gros sur la cinquantaine de références, on en a quasiment fait la moitié l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on est sur une grosse phase de croissance. On a mis très longtemps, en gros les 5 premières années, on a dû faire 5 ou 6 couvertures en allant pas à pas. Est-ce qu'il y a une grosse technologie, enfin il y a eu une mise au point compliquée? Oui, on est une vraie boîte d'ingénieurs sur un vrai domaine technique complexe avec beaucoup de techniques différentes à maîtriser. Et on n'a pas maîtrisé ces techniques en 3 semaines. Il nous a fallu un peu de temps. Mais 50 sur 70 000, enfin, vous avez un potentiel gigantesque. Alors, je ne sais pas si les 70 000 sont équipables ou pas, sans doute pas. Mais voilà, il y a encore du boulot. Oui, sur les 70 000, il y a quelques fosses qui sont déjà couvertes avec des systèmes qui ne récupèrent pas le gaz. Et puis, effectivement, elles ne sont pas toutes à côté de besoins en chaleur réguliers ou elles sont peut-être trop petites pour pouvoir faire des unités rentables. Mais disons qu'on n'est pas freiné par le manque de fossés lisiers à couvrir en France, ni en Europe, ni dans le monde d'ailleurs, parce que les problématiques de lisier, il n'y a pas que les Français qui l'ont. Oui. C'est un problème mondial, universel, bien sûr. Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous manque pour aller plus vite? Est-ce que c'est de convaincre les agriculteurs de s'y mettre? C'est ça la barrière? Ou est-ce que finalement, c'est d'avoir plus de moyens pour accélérer la croissance? Alors, déjà, je trouve qu'on va assez vite. On a fait 2 années d'affilée 100% de croissance. C'est dans un domaine qui est un peu moins scalable peut-être que des domaines... Qu'un logiciel informatique. Qu'un logiciel informatique. C'est déjà des croissances qui sont... Voilà, qu'il faut réussir à digérer. C'est un domaine technique, on l'a dit, donc il faut former nos opérateurs, les recruter, vendre, aller monter, faire la maintenance, croître, avoir du stock, tout financer. Mais je reviens sur la question, est-ce qu'il y a une réticence de la part de vos clients ou est-ce qu'ils accueillent ça finalement de façon très facile? Non, franchement, quand on a monté cette boîte-là, on a directement eu des retours très positif de la part de nos clients ou de nos prospects qui ont voulu vraiment, voilà, on a eu ce qu'on appelle des early adopters qui étaient prêts à prendre des risques sur un projet, sur un produit qui n'était pas forcément complètement abouti techniquement, mais qui nous ont fait confiance, chez qui on a installé nos premières unités, chez qui on a réussi à améliorer, à se développer et à corriger les éventuels dysfonctionnements du début pour avancer, pour avoir leur satisfaction, parce que finalement c'est ça qui est le plus important au début, c'est d'avoir des premiers clients qui soient contents et pour pouvoir embrayer ensuite sur les suivants. Et ces early adopters, on n'a pas trop eu de mal à les trouver. Et non, clairement, il y a peut-être pas forcément tous les éleveurs, hein, mais il y a clairement des gens qui sont en avance, des early adopters qui veulent faire avancer les choses et évoluer dans ces domaines-là, notamment d'élevage, quoi. Bon, Rémi, on va voir maintenant pourquoi vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes lancé dans cette aventure. Ouais. Alors, qu'est-ce qui incite un jeune homme comme vous à vous intéresser à ces fosses à lisier? Oui, c'est une bonne question. Déjà, moi, je ne suis pas du tout issu du monde agricole, je suis parisien à la base. Mais quand j'ai su qu'il existait une école comme l'agro, en classe de 5e, je me suis renseigné sur cette école. Et en fait, c'était plus un métier vocation. J'ai toujours aimé la nature, les animaux, les forêts, l'agriculture, comme ça. Et quand j'ai su que ça existait, c'est voilà, la vocation qui m'a dirigé vers cette école-là. La plus grande école d'ingénieurs en France consacrée au monde agricole. Exactement. Donc vous entrez à l'agro et là, comment est-ce que ça bifurque? Alors déjà peut-être dire aussi que je suis d'une famille d'entrepreneurs plutôt dans le bâtiment. Donc j'ai aussi baigné dans cet esprit familial d'entreprise, quoi. Et arrivé à l'agro, je me suis un peu creusé la tête de savoir quels étaient les grands domaines sur lesquels il y aurait des révolutions, des opportunités et de l'intérêt aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il vaut mieux entreprendre dans un domaine qui nous botte, quoi. Et quand j'ai découvert la méthanisation, je me suis dit, là, on est vraiment à la croisée de différents domaines qui sont passionnants, l'environnement, l'agriculture, l'énergie.
Et en plus, il n'y a rien à faire, il y a une filière qui en était assez balbutiement. Donc il y avait tout à créer et voilà, je me suis spécialisé, je me suis renseigné, j'ai fait 2 stages de fin d'études dans ce domaine-là pour essayer de comprendre un peu comment la filière actuelle, parce que je ne suis pas arrivé dans une filière qui n'existait pas, il y avait déjà 2-3 boîtes, jusqu'à ce que pendant un de mes stages, on a eu une réunion pendant 2 heures avec un éleveur à côté d'une fosse à lisier. On parlait d'un grand méthaniseur qu'on allait construire. Et en regardant la fosse à lisier, je me suis dit, mais ça bulle. Et pourquoi est-ce qu'on allait construire un gros méthaniseur à 2 millions d'euros alors qu'il y a déjà du biogaz là? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà le récupérer? Ouais. C'est comme ça que c'est né, c'est intéressant le déclic. Et alors après, vous vous dites, tiens, faut parfaire ma compréhension du monde de l'entreprise. Vous allez à HEC, vous faites HEC Entrepreneur. Ouais, c'est ça. Disons que l'agro, c'était des études passionnantes. Il y avait un petit vernis entrepreneuriat pour ceux que ça intéressait, mais sans rentrer vraiment dans le dur, quoi. Ce qui est plus le cas forcément parce que l'agro aussi a vachement évolué et maintenant il y a un Farming Lab dans la ferme à Grignon, voilà, des choses qui n'existaient pas encore à mon époque, quoi. Tout le monde se met à l'entrepreneuriat. Exactement. Et à HEC Entrepreneur, sur les bancs de cette école prestigieuse, on ne parle que de levée de fonds, c'est à qui fera la plus grosse levée. Et vous dites non, c'est pas mon truc. Moi, je veux pas aller chercher de l'argent pour cette course à l'armement, je veux faire une lean startup. Expliquez-nous cette philosophie, ce qui est assez rare finalement chez les entrepreneurs. Ouais, moi j'ai effectivement, déjà c'était super hein, cette année. J'ai appris plein de trucs qui me servent au quotidien et je pense que j'étais plus armé pour monter cette boîte après cette année-là à HEC que sans. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé le concept un peu de lean startup qui est de dire finalement essayons de... On pourrait dire startup frugale en français. Ouais, voilà, frugal. Moi, en tout cas, frugale. je ne suis pas contre la levée de fonds, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller le plus loin possible. En gros, de faire des preuves de concept, de faire des protos, de poser des brevets, de convaincre des premiers clients. Et pour le jour où il fallait faire une levée de fonds, être un peu plus en position de force que si on arrive juste avec un concept, une idée, et on se fait diluer direct. Et pourtant, en fait, cette levée, à un moment donné, elle peut servir l'entreprise, avoir des capitaux pour installer Bien sûr. 500 fosses au lieu de 50 et finalement sauver le monde. Parce que c'est aussi ça, j'imagine, qui anime l'entrepreneur que vous êtes. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a juste le modèle que moi, j'ai eu envie de mettre en place. Et en tout cas, effectivement, bien sûr, aujourd'hui, on n'a fait que 50 fosses. Il y en a des dizaines, voire des dizaines de milliers à couvrir. Et il va falloir passer à cette seconde étape. Mais dans un premier temps, on a voulu aussi avancer progressivement avec un process d'innovation incrémental qui prend du temps, surtout dans l'agriculture où le cycle pas de temps, en fait, c'est l'année où on a un retour d'expérience des innovations qui marchent, des modifications qui marchent un peu moins bien. Peut-être un an et demi après. Et du coup, c'était assez important aussi d'avancer progressivement. On a quand même fait de belles croissances, hein, 100% 2 années d'affilée. Et je pense qu'aller trop vite aurait été aussi un facteur de risque qui aurait pu nous envoyer dans le mur. Il y a des concurrents qui font la même chose, vous êtes copiés? Parce que c'est une vraie innovation, c'est né de votre cerveau. Alors, il y a des concurrents indirects qui, donc dans ce domaine de la méthanisation, je dis indirect parce que voilà, un éleveur qui va monter une grosse unité de méthanisation, il ne va pas monter une unité de méthanisation avec la nôtre, même si on n'a pas exactement le même concept. Voilà. Après, est-ce qu'on est copié? Donc, on a 2 brevets sur notre couverture et il y a des gens qui commencent à essayer de copier nos brevets. Donc, voilà, on est en échange d'amabilité du succès. Par avocat interposé avec eux. Exactement. J'imagine. Une dernière question. Votre ambition, quelle est-elle? Parce que, en fait, vous avez créé cette entreprise dès la sortie de vos études. Vous êtes jeté à l'eau tout de suite. Vous voulez faire quoi de cette entreprise Nénuphar? En gros, l'idée de Nénuphar, c'est d'aider les exploitations d'élevage à prendre un virage environnemental qui, pour moi, est indispensable.
je ne sais pas si la boîte Nénuphar, je ne sais pas comment elle va se développer, si on ne va pas mourir dans 6 mois ou si on ne va pas partir à la conquête du monde dans 6 mois. Par contre, il y a quelque chose que je sais, c'est que la ferme du futur, elle ne laisse plus partir son méthane dans l'atmosphère. Elle le capte, elle le valorise. Je ne sais pas si c'est à horizon 6 mois, 15 ans ou 100 ans, mais voilà, dans 100 ans, on ne laissera plus partir ce méthane pollué et on ne consommera pas du fioul alors qu'en fait la ferme est sur un puits de pétrole. Oui, elle est autosuffisante finalement. Exactement. Donc ça c'est ma conviction profonde. Et en fait quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit il faut aider les éleveurs à passer ce cap-là. Et en fait je pense aussi que c'est une question de survie pour l'élevage. Voilà, on parle d'agribashing. Absolument, de se mettre au goût du jour. Exactement. Il faut. Alors, les éleveurs font déjà plein de trucs absolument magnifiques pour l'environnement, mais il y a encore une révolution verte à continuer, quoi. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, qu'il y ait plein de feuilles de nénuphar partout en Merci. France. Merci Rémi d'avoir partagé votre passion pour cette agriculture moderne et propre. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Business Models.